great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans l'émission La Bande des Comics, émission numéro 81. Cette fois, nous allons faire une spéciale animaux. Alors, Dit comme ça, c'est toujours très bizarre. c'est toujours chelou dit comme ça. On va s'intéresser à la place des animaux dans la BD. Ah, mieux. Et oui. Et pour organiser nos idées, on a tâché de faire un dossier, comment dire, plus ou moins... Exhaustif. Ouais, voilà, de ce qu'on peut voir, comme type de représentation. Parce qu'il y a plein de choses, en fait. De l'animal, voilà, que ça soit anthropomorphique, que ça soit l'animal en lui-même, que ça soit le traitement de l'animal, etc. On essaiera d'aborder tout ça. Pour m'accompagner, la bande habituelle. Bonjour Rémi, comment vas-tu ? Et bonjour tout le monde, très bien et très heureux de vous retrouver. Jay aux manettes. Salut. Tout va bien ? Très bien, merci. Et on a conservé Alexiane de la librairie Les Trois Brigands. Je suis toujours pas périmée, c'est vrai. Exactement. non, quand même, alors, Elle est alors. revenue en deuxième semaine, comme on dit. Ah, c'est bien. Voilà. C'est très bien. Et elle va nous apporter son éclairage et nous parler aussi d'une BD qu'elle a choisie pour les chroniques. Chroniques qui seront d'ailleurs notre première partie et après 2 parties sur le dossier, donc comme je l'ai dit, des animaux. C'était un peu confus cette présentation, j'en suis désolé, mais c'est comme d'hab. on va faire... Ouf, je te remercie. Non, d'habitude, je rate et on recommence. Donc tu vois, donc c'est mieux que d'habitude en plus. Ouais, ou alors on est non. plus fainéant avec l'âge. On est moins regardant. Ouais, Avec l'âge, on est moins regardant et c'est valable pour beaucoup de choses. 81, c'est la fin. Désolé, Alexiane. Non, mais c'est pas grave. Oui, ça passe C'est bon, on au-dessus. peut la recommencer. Du coup. On la garde dans la garde. niveau. Allez, on va passer aux chroniques. Un petit jingle et c'est Jay qui commencera. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Alors Jay, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Je vous ai préparé une BD qui s'appelle Sacrifice. Alors, Oula. c'est pas du tout une BD jeunesse. Hein. Là, pour le coup, Oh, puis sur le thème des animaux, c'est parfait. Voilà, sur le thème des animaux, ça va être parfait. Effectivement. C'est donc une BD, un comics en 3 tomes qui est sorti en France de 2024 à 2025. On a le tome 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est des tomes qui font une vingtaine d'euros chacun et qui font entre 100 et 170 pages chacun. Ça avait démarré aux États-Unis en 2023 et ça s'appelle aux US Sacrificers et c'est sorti chez Image Comics qui est un des meilleurs labels, si ce n'est le meilleur label. Disons le meilleur. Voilà, le meilleur Ah label oui. de comics existant. C'est une série en cours, elle n'est pas terminée, donc on va attendre effectivement forcément des tomes 4. C'est édité chez Urban Comics, donc dans nos contrées. C'est écrit par Rick Remender, qui devient référence. de plus en plus la référence, et pour moi un de mes auteurs préférés, Deadly Class, Black Science, etc. C'est dessiné principalement par Max Fiumara, qui est argentin comme Mafalda, qui a bossé sur du Hellboy, du Spider-Man, et la couleur est faite par Dave McKeag, pardon. Le Et pitch. tout ça, de quoi ça parle ? Ça parle de quoi ? Ça nous parle d'un monde de fantasy, du coup, avec des animaux anthropomorphiques. Ouais. Et donc, on va avoir en fait des familles qui doivent envoyer régulièrement, à intervalles réguliers, un de leurs enfants en sacrifice au dieu de ce monde-là, donc le dieu soleil, le dieu lune, etc. Et donc, on va suivre un des enfants qui s'appelle Pigeon, qu'on voit ici, qui est bleu. Voilà, qui fait partie C'est un avec sa pigeon. famille. Qui est un pigeon bleu, qui est le mal-aimé de sa famille, et en fait il va être emporté par des soldats pour le rite sacrificiel, mais il va se rendre compte, il va découvrir en fait l'arrière du décor de ces rites sacrificiels, et donc il va découvrir l'horrible vérité sur pourquoi il les sacrifie, et il va tenter de déjouer le destin. Donc c'est, vous savez, moi la fantasy c'est pas vraiment mon genre de prédilection, pour le coup. Ouais, j'allais dire, on est loin de Je ce suis que plus tu dis SF, d'habitude. polar, ce genre de choses. Là, pour le coup, c'est pas. Et là, il m'a complètement conquis déjà parce qu'il y a un rythme vraiment haletant en fait dans ce comics. Visuellement, c'est magnifique, c'est très très coloré. Ça commence dès la couverture. D'ailleurs, on a une magnifique couverture avec un vernis sélectif, avec une belle carte du monde.
monde. Donc voilà, on est directement plongé dans l'univers de fantasy, c'est un gros classique de présenter d'abord les lieux. Effectivement, on a de nombreuses planches muettes, ce qui va permettre de suivre du coup un certain nombre une narration en tout cas qui va pas forcément passer par les dialogues. Moi j'aime beaucoup quand on arrive à raconter une histoire juste avec le visuel finalement être aussi parlant comme ça. Notamment il y a une scène assez violente au début où Pigeon, le héros, est battu par son propre père. Enfin voilà, c'est une BD que je vous le disais qui est assez dure. Voilà, c'est le fameux pigeon que tu vois sans une patte dans c'est celui-là. Mais il est un peu plus touchant quand même. Voilà, pour le coup, parce que la caractérisation des personnages est très très bien faite. Rick Remender est très fort là-dessus. Et notamment, on va avoir cette opposition entre les enfants sacrifiés et les dieux. Et donc, voilà, ça va mettre en avant une certaine cruauté, notamment de cette société-là, une espèce de quête de sens de la vie, de pourquoi, effectivement, il y a ces fameux rites. Et voilà. Et puis Remender, clairement, qui est au top et qui s'avère de plus en plus comme mon auteur préféré. Voilà, je l'avais mis dans mon top 2024 d'ailleurs, le premier tome. Le dernier, voilà, ça a un petit peu descendu sur les derniers, mais j'ai quand même envie de savoir comment ça va se terminer. Là, c'est le troisième. Ça, c'est le premier, ça. Ah, c'est le premier, d'accord. Et donc, c'est terminé en 4 tomes ? C'est pas terminé, c'est une série en cours. Il y en a 3 qui sont sortis en France et on attend la suite, effectivement. On devrait avoir le 4 qui devrait sortir incessamment sous peu. D'accord. Et dans le très grand et beau format d'Urban. Voilà, qui le grand format, tout à fait. Vraiment chouette, celui-là. Ouais. Ok, écoute, on te remercie. Je vais lancer moi. Prends la suite, Allez. bien sûr. Je vais vous parler du Château des animaux, dont on parle beaucoup. Voilà. Là, j'ai pris le tome 1, donc de Delep et d'Horizon. On est sur une réadaptation de La ferme des animaux d'Orwell de 1945. On est là sur donc un château, les humains ont disparu, ne reste que les animaux, et on a ce taureau qui devient un dictateur posé avec les bandes de chiens qui lui permettent de maintenir tout ça, et on a une petite chatte blanche qui avec un lapin et je me souviens plus l'autre. Un rat. Voilà, le rat, merci. Le rat qui va qui va lancer... qui lance un mouvement révolutionnaire, disons-le comme ça. C'est très bien dessiné, dans un style très classique, mais vraiment très beau. J'aime beaucoup, je voulais en parler en ce moment parce que je trouve que ça colle bien à certaines situations du monde actuel. Il y a des très belles réflexions qui sont données où les animaux disent qu'ils ont chassé des humains, mais ils ont gagné un silence et que ce silence se fait appeler l'ordre. Voilà, donc on est sur quelque chose qui parlera pas mal à ceux qui aiment les analogies, parce que chaque type d'animal représente clairement un caractère, et sans que ça soit non plus... ça tombe dans le pathos. Voilà, et dans le cliché. Voilà, dans le pathos ni dans le cliché. Et donc c'est en 4 tomes, le 4e est sorti à Noël dernier. Tout récemment. Voilà, Noël dernier. C'est vraiment très bien, c'est une très belle réadaptation. Je le conseille pas en dessous de 14 ans parce que c'est difficilement abordable. On a vu certaines planches un peu dès le début, il y en a. Il y en a un peu qui tâchent, mais voilà, le fond de lecture est très intéressant. De toute façon, quand on reprend du Orwell en général, voilà, on pense à 1984, mais il y a aussi La ferme des animaux, et le Château des animaux leur rend un très bel hommage. Ouais, moi j'ai eu aussi, donc j'ai adoré. Casterman, pardon. Bon, non, je t'en prie. C'est très très bien pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ça me plaise. Pour le coup, Delep, il a un coup de crayon. Et c'est son premier en plus. C'est sa première BD, tout à fait. Ah, d'accord. C'est sa toute première BD. Très belle. J'ai beaucoup aimé aussi. Eh ben écoute, je te laisse le micro, parle-nous, toi, fais-nous la chronique, qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors moi je suis plutôt partie sur une BD jeunesse qui s'appelle Folklore, qui est une série, et le premier qui est sorti c'est le roman de Renard. C'est écrit par Loïc Clément, Lionel Richerand et Anne Montel, et c'est publié chez Dargaud. Et on peut suivre donc l'histoire d'Arcelin qui vient de recevoir la clé de son destin, et c'est la clé de l'appel, et donc il doit partir de chez lui en direction
son avenir. Et c'est une très belle histoire. Donc ici, comme un peu dans La Fontaine, passer des messages à travers des fables des animaux. Ici, on peut s'identifier tout à fait dans ce monde qui est rempli d'animaux. C'est très très beau parce que on a tous un peu envie de voir la clé de son destin en main, et en fait on l'a tous, et c'est à nous un peu de vivre aussi notre propre aventure. Ici, Arcelin, il va en route chez son grand-père et il va déterrer un peu tous les secrets de famille. C'est très beau, un beau message de partage et de famille dans cette histoire-là-ci, mais donc c'est une collection folklore. Il y en a 2 qui sont déjà parus. Et il y en a 3 qui vont paraître dans l'année. Et dans chacun des tomes, on peut vivre le destin d'un des animaux. D'accord. C'est pour quel public ? Là, on est sur un public à partir de 7 ans. Ah oui, d'accord. Ah Oui, c'est vraiment enfantin, il n'y a aucune violence, c'est que des beaux messages de partage. Et vu la tête qu'il a, le renard, il prend quelque chose quand même. Hein, parce qu'avec les yeux et tout... Ouais, je trouve les dessins très bien faits. Non, mais je trouve aussi, c'est très coloré. Et j'aime bien le renard de roman. C'est exactement ça. Et comme la couverture est très jolie avec cette serrure qui est découpée, parce qu'après tout, il faut bien qu'on commence ce dessin quelque part. Et quand on a la clé, il faut juste la mettre dans la serrure. Oui, c'est souvent la serrure qui est le plus difficile à trouver. Et puis, c'est un petit truc, je pense, pour attirer aussi les lecteurs, les jeunes lecteurs, qui est une couverture un petit peu, tu vois, pas interactive, mais... Manipulable. Voilà, non, mais qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà, exactement. Mais c'est une manière de le faire. Ok. Bah écoute, on te remercie pour Folklore. On va finir en beauté. Alors là, attention, il reste du jeu de mots et du 2e, 3e, 4e degré. Je sais pas si je suis allé jusque-là. Mais allez, on t'écoute. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale Les animaux dans la BD, j'ai choisi de vous parler d'un vrai coup de cœur avec Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath. Ces Anglais sont relous avec leur TH. Il ne va pas s'appeler Julien comme tout le monde. Et c'est édité chez Ankama Sutra. C'est bon. Okay. Dans la petite ville de Woodbrook, Samantha Strong, dont les initiales feraient saliver le prochain maire de Toulon, est une oursonne toute mignonne. Oui, mais voilà, elle est en fait un serial killer. Un quoi ? Un serial killer. Et si on en doutait pendant les premières pages, on a des belles images de Samantha qui égorge un canard pendu par les pieds. Donc normalement, si vous avez choisi cette BD comme histoire du soir, le petit Maxime, il devrait arrêter de gigoter dans son lit là, maintenant. Là, il est attentif, là. Mais Samantha, elle est pas bête. Bête, animaux. Pour faire ses petites affaires, elle va dans la grande ville, là où les disparitions n'inquiètent pas grand monde. Mais voilà, type, que quelqu'un d'autre se met à assassiner des gens dans son bled perdu, poussiéreux, où il se passe pas grand chose, il y a pas grand monde. Genre l'accro, quoi. Tu vois. Et pas discretos. Ah ben non, bien attaché au mât pendant le carnaval, les tripes à l'air, juste pour la narguer. Car il sait ce qu'elle a fait l'été dernier. J'adore. Alors évidemment, l'ambiance devient un peu pesante. Couvre-feu et tout. Bon, enfin, elle au moins, elle n'a pas connu le pass sanitaire. Et il va y avoir un jeu du chat et de la souris, entre un chat et la souris animaux. Oh là là, je me plais là. Graphiquement, c'est absolument magnifique. Alors, je pense que c'est du digital. Mais il y a un effet aquarelle plutôt sympa, un dos toilé, qui donne du cachet à la BD. Personnellement, j'aurais préféré un format plus grand pour apprécier les pages. Toujours un petit problème avec la taille quand même. J'arrive pas à régler ce problème. Apparemment, la suite est prévue pour 2026 et ça, c'est une excellente nouvelle. On va voir comment va évoluer la vie de Samantha Strong qui est revenue à la normale, mais je pense pour pas très longtemps. Beneath the Trees Where Nobody Sees de Patrick Horvath, c'est relou. Julien. Chez Ankama à découvrir, mais attention, ce n'est pas pour tous les publics, car c'est très très beau, mais il y a beaucoup de sang. Ok. Voilà. Écoute, on a découvert quelque chose. Ça me fait penser à Happy Tree Friends. Vous vous souvenez de ça ? Ouais, ou à Dexter. Mais en fait, moi je le présente comme un mélange entre Dexter et je sais pas, Winnie l'ourson. Non, mais c'est super beau, mais... D'accord, mais ça attache.
Ça tâche, oui. Il vaut mieux prendre une bâche pour... D'accord. Eh ben écoutez, on a fait, j'espère, un tour d'horizon de différents styles et différentes BD à découvrir. De toute façon, vous pourrez retrouver ça sur nos réseaux. On donne de toute façon les infos. On va se faire une première pause musicale. Alors, c'est un opening de Jujutsu Kaisen. Voilà, Tetsuya Kitani avec Where Our Blue Is, qui était l'opening de la saison 2 que j'ai enfin regardé. Ah, et c'est bien. Et il y a un animal dedans. Il y a un panda. Oui. Il y a un panda qui est un personnage que fait des j'adore. collections, mais alors qui sortent... Toujours, il y a un lien. Toujours. Allez, on écoute ça. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Vous êtes de retour dans la bande des comics, une émission spéciale animaux dans la BD, je précise, parce qu'on m'a dit juste spécial animaux, ça va pas. Voilà, en guest star, on profite toujours de la présence d'Alexiane de la librairie Les Trois Brigands. On vous a proposé les chroniques, maintenant on va passer à notre dossier proprement dit, les animaux dans la BD, et je laisse la parole à Jay qui va nous présenter tout ça. Bon, on va faire ça très court cette fois-ci. Moi, je suis parti sur un article en fait sur le site de la Cité internationale de la BD qui distingue en fait 3 utilisations des animaux. C'est un article d'un monsieur qui s'appelle Harry Morgan. Et il distingue donc 3 catégories. La première, c'est les animaux anthropomorphes dans la BD ou anthropomorphiques, donc qui ont des caractéristiques humaines, bipèdes. Et ils sont dotés de paroles, ils ont souvent des mains. C'est les plus nombreux dans la BD, les plus connus, Mickey, Snoopy, etc. Ou Black Sad. Voilà, ou Black Sad. Alors parfois, c'est très allégorique. On va en parler avec Black Sad, on en a déjà un petit peu parlé avec les BD qu'on vous a présentés juste avant. La deuxième catégorie, c'est les animaux qui sont des comparses de héros humains. Alors typiquement Milou, Idéfix, Jolly Jumper. Mais ils ont certains traits humanoïdes comme l'intelligence notamment. Et souvent d'ailleurs, c'est des commentateurs un petit peu ironiques des efforts de leur maître, en fait, finalement. D'accord. Ça, c'est une catégorie qui est quand même assez représentée aussi. Et enfin, la dernière, c'est les animaux qui sont traités de façon totalement réaliste. Ils sont très minoritaires, finalement, dans la BD. Alors, des exemples, j'en ai cherché. Il n'y en a pas des très, très connus, finalement. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé des très, très connus. Mais ça va être des personnages tout à fait secondaires. Ça peut être un cheval dans une BD comme Kingdom, par exemple. Ça peut être Rintintin, éventuellement. Mais voilà, ça va pas forcément être sur le ton ni humoristique, ni voilà, qui dit quelque chose de la BD elle-même. Voilà, les 3 catégories en tout cas que ce monsieur a théorisé, et je trouve finalement on arrive à chaque fois à les répartir plus ou moins dans l'une de ces catégories, même si on va voir qu'il y en a certaines qui sont à la croisée et un petit peu voilà, à la croisée de tout ça. Alors moi ma question c'était c'est quoi vos BD favorites avec des animaux dedans et pour quelles raisons, notamment sur ce qu'elles disent éventuellement de la cause animale ou autre. Ah moi, comme j'ai dit, voilà, Black Sad pour moi c'est la référence en tant que BD animal avec les animaux représentés de façon anthropomorphique. C'est cette caractérisation d'un type de personnage qu'on associe aux traits d'animaux. Voilà, c'est presque plus caricatural dans l'idée, on pourrait penser, parce que voilà, dans Black Sad, t'as le grand vilain, c'est le lion blanc, etc. Tu as les différents, la petite belette qui vient faire le jeu, le petit journaliste, fouineur, etc. Et c'est dans cette qualité-là, c'est le traitement que tu en fais pour donner de la nuance à ce type de personnage et ce type de cliché, quoi. Voilà, donc moi j'ai toujours aimé Black Sad pour ça, et puis l'ambiance, après l'histoire en tant que telle est autre chose, mais moi c'est souvent ça qui me vient en premier à l'esprit. Alors moi pour ma part, je me suis rendu compte en préparant un peu le dossier que c'est pas vraiment ce que je lisais, mais c'est pas spécialement pour l'éviter. Black Sad, Le Château des Animaux, j'ai lu que le tome 1 de Black Sad, j'ai pas du tout accroché, c'est magnifique. On dirait que c'est écrit par Marini, quoi. Les goûts et les couleurs, ouais. C'est pas terrible. Et du coup, oui, c'était en termes de goût, mais en fait, je ne comprenais pas qu'il y avait vraiment, tu vois, un message ou une critique, etc. derrière, tu vois. C'est pour ça que ça m'a jamais vraiment attiré. Moi, le premier exemple que j'ai, c'est Gay Luron. Gay Luron, parce que c'était une lecture que j'avais eue quand j'étais minot. Et du coup, c'est un chien qui a toutes ses réflexions sur la vie et son quotidien. Et c'est une des seules références que j'ai en termes de BD avec des animaux anthropomorphiques. J'en ai porté quelques autres, mais c'est ce que j'ai découvert sur le tard, un peu pour le dossier
et un peu aussi pour moi, tu vois, mais sinon, c'est pas, je vais pas aller naturellement vers ça, parce que aussi globalement, c'est beaucoup de BD franco-belges, Black Sad ou Le Château des Animaux par exemple, et c'est pas un format, si tu veux, qui me plaît vraiment beaucoup, parce qu'on sait que ça va être des longues séries, ça va être un type de lectorat, et voilà, j'ai pas le réflexe d'aller vers ça. Toi, Alexiane ? Alors moi, en jeunesse, je trouve qu'il n'y a pas une série qui va sortir du lot en disant que c'est celle-ci qui est spécifiquement à connaître, et on a beaucoup de one-shots qui sont à droite et à gauche. Donc après, moi, je peux parler d'une série, par exemple, qui me plaît, mais ça ne va pas être une série que tout le monde connaît. Je pense à Léonard, que j'ai amené juste là, si tu veux montrer. Oui, c'est Où on suit donc 3 peuples, le peuple des loups, le peuple des renards et le peuple des hommes, qui ne parlent pas puisqu'ils sont toujours en perpétuelle guerre froide. Ça, c'est le tome 2. Il y a eu un premier tome. Et une jeune fille qui est persuadée que si tout le monde parlerait le même langage, et ben, tout le monde s'entendrait bien et qu'il n'y aurait pas de guerre, Voilà, on n'est pas dans la guerre, mais on est... De mise à l'écart. De mise à l'écart, D'affrontement, etc. Ségrégation. d'affrontement. Et donc, elle va tenter un sort pour que tout le monde puisse enfin parler de la même langue. Elle va se louper, elle va se transformer en renard. Et même après ça, elle va continuer de On est dans l'idée percer là-dedans. du personnage qui se transforme et qui se vient transforme. Après, rentrer dans on un a type donc de... tous les peuples des loups et le peuple des renards parlent... ont une conscience, ont une civilisation et parlent avec elle, du coup, pour essayer de trouver une solution. Alors c'est vrai que c'est étrange, parce que c'est dans le monde des humains, on va dire, mais il y a un animal. Mais en fait, on plonge dans le monde des animaux avec cette humaine qui se transforme en renard, et on va découvrir la société de chacun d'entre eux. c'est souvent un biais pour pouvoir montrer Exactement. un personnage et le mettre face à une civilisation ou quelque chose. Mais la réflexion qui est ne hyper comprend pas. intéressante, voilà. Mais voilà, il y a beaucoup plus de petits titres en jeunesse que une grosse série qui va être très connue, ou alors dans ce cas-là, j'y ai pas pensé. Mais du coup, est-ce que ça vient aussi principalement que les lecteurs cibles sont des enfants, et il faut toujours, comme dans Brume, tu en parlais, Brume est accompagné d'un petit cochon. Petit cochon. Donc il faut quand même que la notion animale plaît aux enfants. Mais à un moment, j'ai même l'impression que c'était la condition sine qua non pour publier une BD. Il faut un animal, histoire que les enfants... Mais ce qui est aussi vrai dans Les Gardiens de Fer, je crois, le héros est accompagné d'un chien. Donc il y a toujours cette notion qui fait que les enfants peuvent se raccrocher à ça. Parce qu'il y a un lien d'attachement, je pense, qui se crée. Bien sûr, mais bien sûr, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est toujours des animaux qui sont doués souvent de conscience. Je sais pas, justement, dans la BD jeunesse, si l'animal, le sidekick, on va dire, le partenaire, est vraiment considéré comme un animal comme tel, et qui n'a aucune vue sur ce qui se passe, aucune conscience, tu vois, style... Gardien de fer, et il ne parle pas, tu vois pas penser ou quoi que ce soit. C'est peut-être assez réaliste, finalement. C'est peut-être un des rares, il est clairement réaliste. Bon, il est un peu immortel, ce chien, je trouve. Mais bon, il prend cher, mais... Voilà, mais oui, donc ça, c'est l'anthropomorphisme qui souvent ressort en premier lieu et qui marque le plus. Tu l'as dit, après la deuxième, c'est l'animal qui reste en tant que tel, mais avec la réflexion. Alors il y a ceux qui parlent directement à leur maître ou compagnon ou quoi que ce soit. Ça, je trouve que ça se fait beaucoup en Asie, par exemple. Tu l'as dit, dans le franco-belge, c'est plus la conscience qui est exprimée par là, voire l'ironie. C'est sûr que quand tu vois un Jolly Jumper qui regarde ça avec détachement, ça permet d'amener la voix du lecteur, je trouve, dans la BD. Et un ressort comique aussi, souvent. Oui, complètement. Des fois, pour avoir quelques références de Lucky Luke, même Rantanplan, même s'ils n'ont pas la même fonction et ni les mêmes remarques, souvent c'est soit pour un peu tailler Lucky Luke, ou Rantanplan est un peu déconnecté de ce qui se passe. Là, on n'est pas dans vraiment le genre de la BD anthropomorphique, mais ce sont ces animaux qui côtoient des humains et avec qui ils peuvent communiquer. Tu vois, à l'exemple Idéfix, lui, ne fait qu'aboyer.
je sais même pas si, tu vois, il y a des bulles, s'il pense, pas sûr. Non, pas vraiment. Contrairement à Milou Si, qui parle. tu le vois juste, mais c'est un os. Voilà, il y a que ça. Tu ne le vois que penser à un os. Oui, contrairement à Milou qui lui peut parler avec dans avec Tintin Congo, quoi. et où il parle aussi avec les autres chiens, alors que les hommes en fait, du coup, On n'arrive pas à se comprendre. voilà. Et puis il parle effectivement avec un accent à couper au couteau, alors que les chiens, eux, ils communiquent, mais ce Milou, quel type, Ouais. enfin voilà, c'était Des déconné. littéraires. C'était déconné. D'ailleurs, c'est un des points qui a amené une controverse sur RG. D'ailleurs, quand on le relit aujourd'hui, quand c'est pas présenté dans son son sérail de Contexte, l'époque. d'accord. Contexte, effectivement, on se dit non mais c'est déconné, le chien il parle mieux que les humains quoi. Enfin la considération qu'il avait pour l'homme noir, effectivement, c'était un peu particulier quoi. Une autre chose qui apparaît depuis quelques années, alors là je pense à... c'est via le manga, je sais pas si vous avez entendu parler, de Darwin's Incident. Ouais. Oui. Non. Ah, si. Pas lu mais entendu. L'animé est en train d'être diffusé récemment, je sais plus, sur Crunchyroll ou un truc comme ça. C'est sur la cause animale en fait. Oui, ouais, complètement. Où là, voilà. ouais. Où là, on est sur des thèmes abordés beaucoup plus violents. Là, dans le Darwin Incident, on a un hybride humain-chimpanzé, même plus que ça. Enfin, il a le meilleur de l'humain, le meilleur du chimpanzé, et c'est le seul donc de son espèce. Et on a des groupes terroristes spécistes, donc qui mènent des actions. Vraiment, là, on voit du terrorisme pour la libération des animaux, arrêter de manger de la viande, etc. Et il y a ce personnage qui se retrouve au milieu de ça, et c'est très perturbant sur certaines, parce que on passe des échanges de réflexion à oui, ceux qui on comprend pourquoi ils ne mangent plus, ils sont véganes parce que la violence animale, etc. D'autres qui vont te dire mais on a toujours mangé de la viande, etc. C'est beaucoup plus adulte, mais c'est très intéressant aussi de voir ce nouveau courant qui amène à se poser des questions sur notre rapport à l'animal, quoi. Oui, sur la cause animale, clairement, il y a deux comics qui ont une place assez importante pour le coup, et que moi je n'ai pas lu, pour tout dire, et qui font partie des choses que je lirai, je pense, incessamment sous peu. Ils sont sortis en nomade, notamment chez Urban. C'est Nous Trois de Grant Morrison. Ouais, je voulais en parler. Et alors, tu l'as lu toi pour le coup? Non, pas lu. Mais et les Seigneurs de Bagdad de Brian Kevogan, Oui, pour aussi, le coup. Oui, Et c'est voilà, le sur Seigneur la de cause Bagdad, c'est le zoo. Qui s'ouvre au moment des bombardements par les Américains, et donc avec les lions qui se libèrent de ça. Et pour le coup, les deux ont un rayonnement assez important, effectivement, auprès des gens qui sont en faveur de cette fameuse cause animale. Et voilà, pour le coup, je les ai pas lus, donc vous non plus, pour le coup. Mais... Non, on pourra pas en parler. Dommage. Ça te parle pas, toi non plus, Alexia? Non. Ouais. Si tu veux, moi je peux vous parler de Règne moderne que j'ai acheté et lu pour préparer l'émission, parce qu'en fait c'est sorti récemment chez Paquet et c'était sorti à 10 €, donc je me suis dit bon allez, c'est pas cher, on y va. Et en fait dans cette histoire il y a c'est l'inverse, les humains, enfin les animaux sont doués de parole, de conscience, et par contre ce sont les humains qui sont qui sont à la place des animaux, qui ne parlent pas, qui sont comme dans la planète des singes, quoi, un petit peu. Exactement. Exactement. Tu vois, j'ai pas fait le rapprochement, mais c'est un peu ça. C'est un diptyque, donc deux tomes. J'ai trouvé ça extrêmement joli. Au niveau des planches, très très beau. Dans l'histoire, ce qui m'a un peu dérangé, c'est que j'ai eu l'impression que, tu vois, ça a été un petit peu condensé pour rentrer dans 2 tomes. Je pense qu'il aurait fallu au moins 3, voire 4 tomes. Donc, tu as l'impression que des fois, il y a des raccourcis qui sont pris. Mais c'est intéressant. Et du coup, dans cette histoire, il y a une jeune fille qui va être douée de la parole. Et du coup, en fait, tous les animaux, un peu comme White the Last Man, tu vois, certains vont essayer de la sauver, d'autres qui vont essayer de la tuer, de la mettre en captivité. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Yannick Brouillette et Loreto, j'ai plus son nom, Paolo, je crois. Mais c'est très joli, c'est une petite découverte. Je ne sais pas si je lirai le tome 2. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve aussi, justement, quand on prépare des émissions, d'aller voir ce qui sort à l'instant T en librairie, pour des fois avoir un autre angle sur le thème en question, qui est là, celui des animaux. Il y a un autre manga aussi qui s'appelle Beasties, je sais plus, où là ça se passe dans un lycée avec des animaux anthropomorphiques, mais
voilà, c'est un loup qui tombe amoureux d'une lapine et tous les rapports de force du lycée tournent autour vraiment de l'espèce par rapport aux les carnivores, les herbivores. trucs, et voilà, et ils ont vraiment l'envie de se bouffer. Donc il y a les instincts qui restent dedans, tout en mettant avec un jeu pas forcément que d'amour, il y a vraiment des trucs assez durs, il y a l'ambition du grand cerf qui veut devenir le chef, etc. C'est assez... je retrouverai le nom exact, on le mettra sur les réseaux. Beast ou Beast King, il y en a plusieurs, non, c'est pas ça? Non, pas Beast c'est King. Beaster. Beaster. Ah, voilà, ouais, merci. Ça, t'avais bien prononcé les... Je te remercie. Ouais. On a encore un peu de temps. Oui, il nous reste 2 minutes, histoire de... Alors, dis-nous, Alexiane, toi, les animaux, est-ce que déjà tu es amené à lire, c'est quelque chose qui t'intéresse de lire si tu vois une histoire avec des animaux? Oui, parce que dans la littérature jeunesse, il y en a beaucoup. Justement. Dans le fantastique aussi, du coup? En fantastique, oui, mais surtout pour les plus jeunes lecteurs. Plus on grandit dans le lectorat, moins ça va être présent. Ouais, disparaît. Après, je pense que dans les mangas, notamment, comme on a fait une aparté dessus, il y a beaucoup d'animaux dans les mangas, notamment dans les premiers mangas. Je pense à Ashi, qui est assez connu, mais il y a plein d'autres mangas qui sont autour des animaux, notamment dans les premiers mangas, parce que c'est beaucoup moins mais non, mais c'est beaucoup moins violent que d'autres mangas. Donc le premier manga, c'est vraiment premier âge en fait. Oui, dans c'est 6-7 ans. Dans le jargon. C'est vraiment 6-7 ans. Je pense à Ashi, à Plume, à Choubi, Chi mon chaton, qui n'est pas une injonction. Enfin voilà, il y en a pas mal comme ça. Il y en a beaucoup. C'est très très présent là-dedans. Mais après... justement, ça cible les jeunes enfants, quoi. Oui. Et oui, mais qui, eux, pourtant, sont souvent plus attirés par les mangas plus sanglants. oui, ils veulent aller voir de la bagarre. Voilà, c'est ça. C'est assez contradictoire, mais oui. Mais est-ce que l'animal, dans la BD jeunesse, sert de faire valoir, ou est-ce que tu as des exemples d'animaux qui sont là, c'est les héros, des personnages intéressants, voire des héros. Oui, là, dans ce que je disais, c'est vraiment les héros de l'histoire, et c'est des... Il y a vraiment le côté de petit animal mignon qu'on a envie d'adopter. C'est des petites histoires de vie, même dans les BD Kids, il y en a beaucoup. Je pense à Chamoche qui vient de sortir, qui plaît beaucoup à quelqu'un d'elle. On suit un chat qui n'a qu'une envie, c'est d'avoir la paix dans la famille, et donc il fait tout pour être détesté, sauf que ça fonctionne pas du tout. Mais même Mortel Adèle, dont on parlait tout à l'heure, Ajax, on glisse beaucoup d'animaux dans les BD, dans la littérature jeunesse, etc. Ça marche, ça attire, ça fait un petit peu effet de mascotte, en fait. D'accord. Ok, bon, on va faire une petite pause au milieu de ce dossier très intéressant. Non, on a changé la musique. Eh oui. C'est moi qui ai choisi cette ouais, j'ai demandé Foxy Lady de Monsieur Jimi Hendrix. I believe comics are a form of history that someone, somewhere felt or experienced. Ah oui, jusqu'à la dernière note. On n'y arrivera pas à le faire couper. Bon, en même temps, on était sur un grand classique. Pour ceux qui sont de ma même époque, Wentworth les a marqués aussi. On revient sur le dossier, donc, les animaux dans la BD, pour cette émission de la bande des comics. Je vous rappelle en passant que vous pouvez nous retrouver sur radio-active.net ainsi que les différentes plateformes. Donc, je vais te redonner la parole pour repartir sur ce dossier. Oui, du coup, sur le message, effectivement, qui peut être lié au fait d'utiliser des animaux dans des BD ou les adaptations, je vais ouvrir un tout petit peu le champ parce que moi, je voulais parler quand même des Gardiens de la Galaxie avec le personnage de Rocket Raccoon. Ils sont morts de rire. Oh, les mecs, jusqu'au bout, quoi. Ah bah, tu m'as pas permis de passer un morceau de la BO. Ah, mais moi, c'est moi. Je suis pour rien, moi. C'est cadeau, c'est cadeau. Vous l'attendiez. Voilà. Ah, ça va, j'ai pas parlé de Green Lantern encore. C'est ce que j'allais dire. Je sais pas, mais tu vas y arriver, j'en suis sûr et certain. Je peux le faire. On va finir sur les extraterrestres. C'est ça. Bah, Gardiens de la Galaxie, on est dedans. Avec Gardiens de la Galaxie, on n'est pas loin. Et le personnage de Rocket Raccoon, donc le raton laveur, qui est effectivement qui est utilisé à la fois dans le dernier volume, dans le volume 3 des Gardiens de la Galaxie, dans le film, et également dans le comics, dans certains arcs, pour parler de la cause animale.
Et pour le coup, là, c'est même pas caché, c'est pas une allégorie, c'est directement la scène d'ouverture des Gardiens 3 d'ailleurs, avec les animaux en cage, etc. J'ai pas vu. Et qui est très, ultra bon. efficace, Ok. qui marche très très bien. Voilà, quelque chose qu'on peut retrouver. Mais du coup, c'est vrai que c'est une vraie question là-dessus par rapport aux différentes lectures qu'on a apportées. C'est qu'en fait, quel est le sens d'utiliser des animaux? Moi, là, j'ai pris Autre Ville, mais tu vois, dans Beneath the Trees, c'est une histoire d'un tueur, d'une tueuse en série. Tu mets des humains et à la place, le récit est construit de la même manière. Donc, en fait, je vous pose la question, quel est l'intérêt? C'est souvent pour adoucir, je pense, un propos ou certaines scènes. Je pense que certaines scènes que tu as là-dedans, tu mettrais des représentations réalistes avec des humains. Ça serait très, très difficile à vendre. En plus, chacun, je pense, se fait une idée d'un caractère animal selon les... Voilà, là on parle d'un ours, D'une oursonne, ouais. d'une oursonne dans cette... voilà, oui, tu mets ça avec des humains, ça passe différemment. Déjà, tu vends pas pareil. Non, c'est sûr. Mais voilà, nous on voit l'oursonne façon ours en peluche, alors que là on serait peut-être plus sur de l'ours dans la forêt qui va te bouffer. Voilà, donc oui, on est sur des tueurs en série. Donc je pense qu'il y a une certaine volonté d'adoucir le propos. J'en suis pas vraiment sûr. J'ai l'impression que parce que tu dis c'est des animaux, du coup c'est mignon, le canard, l'ourson, j'ai l'impression que ça ne fait que peut-être un peu souligner l'horreur de la chose. Est-ce que... Le côté bestial ? Oui, bien sûr, tout à fait. Ce qui, tu vois, chez un humain, tu dirais, c'est un détraqué ou quelque chose. Et là, parce que c'est des animaux qui, dans ce cas-là, ne tuent pas pour se nourrir, ce qui est une chose. Peut-être que dans le château des animaux, c'est peut-être différent. Ils tuent pour se nourrir. Là, clairement, à aucun moment, tu en vois un en train de manger un poulet, quoi. Tu vois, donc, comme le faisait Donald. Donc, il y a ce truc de se dire, c'est de l'horreur gratuite. Et du coup, moi, par rapport au dessin, ça m'a procuré limite un sentiment de malaise, tu vois, parce qu'elle tue gratuitement. C'est montré de manière très explicite. Et voilà, et parce que c'est un animal qui en tue un autre. Moi j'y crois à ce truc d'assouplir en tout cas le côté très violent qu'on peut avoir avec des humains et de le mettre avec des animaux. Typiquement l'exemple c'est Maus, le comics qui a eu le prix Pulitzer. Pour le coup il nous parle de l'horreur des camps nazis et pour le coup les camps de concentration s'il avait mis avec des humains etc. Je pense que le ton serait complètement différent. Il utilise effectivement les souris pour faire l'analogie avec les juifs, les chats pour faire l'analogie avec les nazis et le fait que ce soit des souris, des chats etc. ça le rend plus digeste. Je pense déjà que c'est une œuvre qui est quand même assez dense à lire. Oui. Et pour le coup, ce serait des humains, je pense que ça n'aurait pas du tout eu la même portée. Oui, joli. Portée. Des animaux. Ah oui, j'avais pas. T'as cherché loin. Je sais pas, t'en penses quoi, toi, Alexiane, pour le coup Je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où si ça avait été des humains dans toute la BD, est-ce que tu aurais été attiré pareil dans la même BD ? Moi, je pense qu'il y a un côté où ça t'attire. Globalement, oui, ça m'aurait attiré quand même, parce que le polar et pas l'horreur gratuite, mais le polar pour moi c'est un genre que j'aime bien. Mais la qualité du dessin a fait que je suis allé vers cette lecture et aussi le décalage. Tu vois, c'est tout mignon. Oui. C'est vrai qu'au début, quand la BD est sortie, je trouve un petit temps de réflexion où tu vois la gentille forêt et puis d'un coup tu vois qu'elle traîne un sac avec du sang. Et je pense que ce décalage-là, moi, m'a interpellé et je me suis dit tiens, ça m'intéresse du coup de comprendre le pourquoi du comment. Tu vois, et ce décalage-là pour moi est intéressant. On dit c'est du Dexter avec Winnie l'ourson et tu vois d'avoir ça. Moi, je trouve le contre-pied est vraiment très bien dans cette BD parce que le genre littéraire qui est le polar me plaît. Moi, je pense que ça permet de prendre un recul parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient gênées de voir tout ce sang si c'était un humain. Je reprends l'exemple de Maus. Je pense que si on met des humains dedans, ça choque et on arrive moins à prendre du recul sur l'histoire parce qu'on se sent beaucoup plus concerné. Alors que le fait de mettre des animaux dans la BD fait que on se sent moins concerné dans l'histoire et c'est que si on commence à réfléchir et qu'on mène une réflexion derrière qu'on va pas trouver le décalage dont tu parles. Mais je pense que la plupart des gens qui commencent à lire une BD comme ça vont moins se sentir touchés par les scènes parce que ça va pas être des humains. Ouais,
tu axes plus du coup sur la réflexion plutôt que sur l'image proprement dite que tu envoies. Voilà, comme tu dis, ça adoucit vraiment entre guillemets. Je me souviens, il y a un film d'animation qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelait Unicorn Wars, je sais pas, donc la guerre des licornes, où on se trouve avec des ourselons, style ourson en peluche, qui se battent contre des licornes, mais on est sur, ça pourrait être la guerre du Vietnam, quoi. Donc parce que c'est très dur. c'est très 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 dur. D'accord. C'est vraiment une réflexion sur la guerre proprement dite, comme on peut la voir dans Apocalypse Now, comme dans Platoon, etc. La violence est la même, mais ça s'applique à des licornes d'un côté et des ours en peluche de l'autre, quoi. Et alors, du coup, c'est qu'il y a un décalage. Il y a le décalage, mais parce que... Eh ben, je trouve que ça se rapproche au fur et à mesure avec la violence que tu vois, tu le rapproches au fur et à mesure de l'humain. On est que des animaux évolués. Oui, ça, je l'entends. Mais disons que je pense qu'il y a eu des films, c'est quoi, c'est la vie est belle, sur le de Benigni, où là, la cruauté est là, existe. Donc, je pense qu'il y a dû avoir des bandes dessinées, tu vois, assez réalistes. Assez frontales, ouais. Voilà, ouais. sur le nazisme, etc. Oui. Donc c'est vrai que, mais sur l'horreur aussi, il y en a eu. Tu parlais ça de la ferme des animaux, donc c'est vrai que ce thème-là, développé de cette manière, il y a toujours, je trouve que ça met en surbrillance, en fin de compte, notre propre humanité et bestialité dont tu parlais. Oui, tu as la même chose dans Black Sad dont tu parlais tout à l'heure. Alors moi, je fais pas partie des amateurs de Black Sad. Je mets une petite dédicace pour Amandine, avec qui j'en ai discuté il y a pas longtemps, que Rémi connaît un petit peu, et qui déteste Black Sad, mais au plus profond de son être. Black Sad, par contre, je trouve ils arrivent bien à se faire l'analogie de messages en fait qui peuvent être politiques, qui peuvent être sociaux, et notamment sur le racisme dans le tome 2. Du coup, alors, tome 2 vaut le coup. Hein, franchement, il est très celui sympa. avec le lion blanc. Voilà, avec les animaux qui ont le pelage blanc et les animaux qui ont le pelage noir. Okay. Et pour le coup, bah là, ouais, c'est pareil, c'est pas dissimulé. Et par contre, Black Sad qui lui a un espèce de mix finalement, parce que lui, il a un pelage. C'est les États du Sud. Lui, il vient des États du Nord. Voilà. Et l'analogie, elle est très bien faite, la métaphore, l'allégorie, si on veut. Et pour le coup, ça marche bien. Et effectivement, de l'utiliser comme ça plutôt que de le faire de façon très frontale avec des personnages et de montrer le racisme comme ça directement. C'est ça. Des fois, c'est pas une facilité, mais ça permet de faire passer des messages en passant peut-être une certaine censure. Alors tu vois, je repense à la série Solo chez Delcourt. Oui, bien sûr. Où c'est un rat, et en fait dans la réflexion ça m'a rappelé un sketch de Guéluron, pas de Gottlieb, pardon, où en fait il parle des rats à Rungis. Je sais pas si vous l'avez lu, c'était dans la rubrique à braque, et en fait tu as ce rat vieux, tu vois, qui écrit un peu ses mémoires, et tu comprends qu'à la fin en fait ils allaient voler dans les étals des primeurs, et en fait ils se faisaient exterminer. Mais c'est écrit d'une manière assez poétique, tout sans être comique, mais c'est évident, c'est très pesant, mais je trouve que c'est bien tourné là encore, et je trouve que justement ça te fait ressortir le fait de ce qu'on fait à ces animaux pour certaines raisons. On parle de l'abattage ou quoi que ce soit, mais du coup en arrière-plan tu as toujours une réflexion sur notre propre humanité et ce qu'on fait aux animaux, donc c'est toujours très intéressant, je trouve. Et après on a, pour revenir à quelque chose d'un peu plus léger, on a les personnages d'animaux, je pense aux Tortues Ninja. Oui, exactement. Qui permettent la question de l'insertion de ceux qui sont différents. Ouais, la monstruosité. Voilà, parce que souvent, je parlais des Tortues Ninja, mais oui, comme tu dis, il y a souvent eu des monstres hybrides, La Belle et la Bête. Hein, c'est peut-être le plus ancien qui me viennent à l'esprit là-dessus. Je ne sais pas si toi, Alexiane, de ton côté... Non, mais oui. Mais après, c'était juste... Les Tortues Ninja, à la base, c'est une expérience aussi. Oui, c'est vrai, ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, parce qu'il y a des humains dans on l'oublie un peu le après, monde. mais C'est vrai. Il y a une responsabilité de l'humain qui est présentée dès le début. Oui, tu as tout à fait. Et c'est vrai que c'est ce que je disais avec ta BD, où en fait, dans ces œuvres-là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Enfin, c'est rarement les animaux
anthropomorphiques qui communiquent avec des humains. C'est souvent des animaux entre eux, et avec rarement ce prisme-là. Oui, parce que du coup, chaque animal a ce trait de caractère qui l'amène. On a fait déjà cette tour pour cette seconde partie. Ça va vite, hein? Ah bah ça, les gars. ça file. Donc on va passer maintenant au quiz. Cette fois, c'est Rémi qui nous fait l'honneur de nous interroger. Elle a fait les gros yeux. Hein. Je pense que je vais avoir 0. Non, peut-être pas. Tu verras. Alors, un petit jingle et après, on t'écoute, tu nous donneras le thème. Mystère. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors, pour ce quiz surprise, eh bien, la réponse est un prénom. Je vais poser des questions et donc la réponse sera forcément la BD. Il y a aussi des séries comme Astérix ou Tintin, ça rentre dans le lot. On va commencer avec les bandes dessinées jeunesse. Quelle est cette BD jeunesse dans laquelle un écolier, pas très travailleur, a pour camarade de classe une jeune asiatique appelée Chen? Cédric? Et oui, et va retrouver son pépé à la maison. C'est Cédric, bien joué. Tu l'avais, je pense, non Non, j'y étais pas. C'est un truc de vieux, ça. Non, mais alors, c'est pas ma génération. Oui, c'est ça. Je l'ai pas lu. Je connais de nom, mais... J'ai entendu parler. Dans cette autre BD jeunesse, une jeune collégienne blonde vit seule avec sa mère, sa meilleure amie, Mina. Lou. Lou est amoureuse de son voisin. Vous n'avez pas répondu exprès pour me laisser un point. C'est pas notre génération. C'est pas notre génération, je connais que deux noms. Quelle est cette BD jeunesse sortie en 3 tomes, écrite par Kit Toussaint, lorsque l'héroïne change de cheveux? T'en as parlé tout à l'heure. C'est ça. Et pour finir, quel petit Indien a vu Grand Aigle en rêve et sauve son ami Arc-en-Ciel? Les gars, elle est en train de vous mettre il y a Carrie, ça, en revanche, c'est même plus vieux que nous. Bravo. Allez, on va passer au comics. Dans ce comics, écrit et dessiné par Stepan Sejic pour DC Comics, l'histoire se focalise sur une jeune femme psychiatre, Arline, qui se voit confier la lourde tâche de guérir le Joker. Très bien. Je cherchais un animal et en fait, j'étais pareil, j'étais encore sur les animaux. On n'est pas sur non. Je répète, la réponse est un prénom. J'avais pas moi. Soyez avec nous, les gars. Dans quel comics de Mark Millar, un employé de station-service un peu simplé, Huck, doté... je sais pas, c'est vraiment les deux en même temps. Je sais pas, les barreaux comme ça, je partage le point. Dans quel polar, dessiné par Darwin Cook, un braqueur trahit ses complices Parker et va chercher à se venger, c'est Parker Lewis ne perd jamais. On passe à la BD. Une BD historique écrite et dessinée par l'homonyme de l'animateur de l'école des fans, dans laquelle un jeune esclave, apparu dans le journal de Tintin en 1948, Alix a traversé nombre de périls. Très très bien. Oui, c'est vieux. Oui, t'es en train de dire que c'est un boomer, quoi. C'est hyper vieux. Oui. Alors j'ai le nez dans mes fiches, du coup je ne vois pas la tête qu'elle fait, mais je verrai sur le... Tu regarderas la vidéo après. Hein, Quelle est cette BD Quelle est cette BD à la fois historique et humoristique, parodie d'un scientifique très célèbre, accompagné de son fidèle disciple, Léonard. Et oui, Léonard, qui fête ses 50 ans. Ça, j'aurais pu l'avoir. C'est vrai. On va passer au manga. Quel personnage de manga change de genre selon Ranma, qu'il ou elle est touché par de l'eau chaude ou de l'eau froide? Je pense que c'est Jay qui a répondu un tout petit peu en avance. Pas grand-chose. Quel expert en arts martiaux doit vaincre l'homme le plus fort du monde qui s'avère être son père? On est toujours en manga. C'est Baki. Ouais, Baki. Baki de Grappleur. Baki dans il le prenait manga. Baki? Ouais, dans le manga. Ouais. D'accord. Pas dans l'animé en VO. Ok. Et on va terminer par cette dernière question. Dans quel manga de Genji Ito, une magnifique jeune femme pousse les hommes à la folie jusqu'à la tuer sans savoir qu'elle peut se régénérer indéfiniment? Je suis nul en Genji Ito, moi. Ah, Ito, non. Personne. On a perdu Alexiane. Hein. Ah non, mais moi... Ah là, il y avait les yeux, mais sur la jeunesse, ça allait, sur le reste... Personne. C'est Tommy.
D'accord. Ça s'appelle Tommy, donc cette femme qui en fait pousse les hommes à la tuer, mais elle peut se régénérer à chaque fois. Et c'est Jay, de manière très très loin, Large. qui gagne ce quiz de la réponse. C'est un prénom, bravo. Félicitations à Jay. Merci. Merci encore, Alexiane, de nous avoir accompagnés. Mais pardon. Oui, non, pas de souci. C'est juste qu'on a un tout petit peu de temps. On peut poser une dernière question si on veut pour Alexiane. Donc, ou Alexiane, as-tu une Là, question je viens pour de nous perdre Est-ce que tout. toi, t'as une question Est-ce que toi, tu as une question pour nous, tiens, quelque pour chose changer. dont Sinon, nous parler, voilà. Par rapport à du coup à la librairie des Trois Brigands, Tu peux parler de ta librairie. est-ce que tu as des projets d'agrandissement, je sais pas, mais Alors là, j'ai liquidé le budget travaux. d'accord. Donc, j'ai pas de projet d'agrandissement tout de suite, non. Tu nous parlais il y a une autrice qui va venir. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire perdurer pour Oui, après, je fais souvent venir des gens au maximum de ce que je peux. Là, il y avait Gregory Mackay, un Australien qui était venu la semaine dernière, qui a écrit une BD qui s'appelle Anders, sur un petit écureuil, justement. Voilà, qui est assez sympa. Et sa nouveauté, c'est sur Anders à la montagne. C'est des petites BD documentaires pour enfants. C'est assez sympa. Non, sur un petit message, si je peux parler, j'en ai pas parlé, mais je peux parler de la BD Plastoc, qui n'est pas sur les animaux, mais sur les insectes, mais qui est tellement bien que je voulais quand même en parler. Donc je fais un petit écart, où on suit donc un monde dans lequel les humains ont disparu, et c'est les insectes qui gouvernent le monde, notamment les coccinelles, qui utilisent une formidable matière qu'on leur laissait les humains, qui est le plastique, qui est en fait leur argent à eux. Et tout va un peu déraper quand la reine des coccinelles va être assassinée et que son esclave, le puceron, est accusé. Et il y aura peut-être une énigme autour d'un 6e continent qui est rempli de plastique. Donc tous les pirates vont se lancer un peu à sa poursuite. C'est super sympa et c'est une trilogie qui est finie. D'accord. Donc Plastoc à découvrir, c'est chez qui? Glénat? C'est Glénat. Glénat, c'est toujours bien. Ok. Écoute, sur cette dernière recommandation, on te remercie. Merci d'être venu. Merci à vous et merci pour l'invitation. Voilà, on veut pas balancer, mais il y avait Johanna, ta stagiaire, qui est passée là pendant les Elle est émissions, discrète, mais qui n'a pas voulu parler, mais on la salue et on la remercie. Mais qui était très contente de venir assister à tout ça. Ouais, elle a l'air, hein. Oui, si, oui, ouais, ça va. Elle a dit oui avec la tête, elle a dit oui. Bon, ça va. Messieurs, merci encore. On se retrouve la prochaine fois. Hein. Là, on se rapproche de la 100e. Oui, ouais, doucement. dangereusement. Il va falloir qu'on prévoie quelque chose. Champagne. On a déjà bossé dessus. Entre autres. Ça se travaille. Pas dans la régie, mais ouais, champagne. Voilà, exactement. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les autres sur toutes les plateformes, ainsi que sur radio-active.net. Et on vous remercie. Passez une bonne fin de week-end et à bientôt. Ciao, ciao. Salut. Au revoir.